Il existe des vies qui semblent dépasser l'imagination, des existences que même le cinéma le plus audacieux peine à recréer. Pourtant, derrière le glamour, la célébrité et les projecteurs, se cache souvent une vérité bien plus fragile et humaine. Jean-Paul Belmondo incarnait à lui seul la figure du rebelle irrésistible, du séducteur incandescent, de cette énergie qui a redéfini le cinéma français. Il faisait rêver, fascinait et captivait, et chacun de ses gestes à l'écran semblait chargé d'une intensité rare. Mais derrière ce visage solaire et ce sourire emblématique se cachait une réalité souvent ignorée du public, une vie privée faite de douleurs, de pertes, de combats et de blessures silencieuses. Belmondo s'est élevé contre les rejets, les maladies et les ombres d'une enfance assombrie par les épreuves de la guerre pour devenir un symbole national. Mais, comme souvent avec les grandes légendes, sa route n'a jamais été linéaire. Les tragédies personnelles se sont enchaînées, et certaines auraient suffi à briser n'importe qui. Dans ces dernières années, l'homme que l'on avait adulé comme l'enfant chéri du destin a dû affronter ce que personne ne peut fuir. La fragilité de l'existence humaine, le poids des pertes et la solitude imposée par l'âge. Jean-Paul Belmondo naquit le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, dans un foyer baigné par l'art mais assombri par l'incertitude et les turbulences de la France en temps de guerre. Son père, Paul Belmondo, était un sculpteur reconnu, tandis que sa mère, Madeleine, était une artiste passionnée qui inculqua à ses enfants un profond respect pour la culture et la créativité. Pourtant, malgré ce cadre artistique, l'enfance de Jean-Paul ne fut jamais idyllique. Les bombes et les restrictions de la Seconde Guerre mondiale bouleversaient leur quotidien et les difficultés financières venaient ternir l'élégance passée de leur foyer. Pour protéger son fils de l'obscurité du monde, sa mère l'emmenait au Louvre et au théâtre, lui offrant une fenêtre sur la beauté et l'espoir, tandis que son père sculptait des anges dont le visage ironique semblait presque prédire le futur rebelle que deviendrait son fils. À l'adolescence, Jean-Paul se montra agité et rebelle. L'école, pour lui, ressemblait à une prison, et ses professeurs le percevaient comme un trouble-fête indiscipliné plutôt que comme un jeune homme doté d'un talent latent. Expulsé à plusieurs reprises pour bagarre et insolence, il canalisa son énergie débordante dans le sport, explorant tour à tour le cyclisme, le football et enfin la boxe, discipline qui sculptera autant son corps que son caractère. Champion de boxe poids welter à Paris, il semblait destiné à la gloire sportive. Mais la maladie, sous la forme d'une tuberculose, brisa ses ambitions. C'est alors qu'une autre passion, enfouie depuis l'enfance, fit surface, le théâtre. Ses débuts furent pourtant empreints de rejet et de moquerie. Même un directeur influent de la Comédie Française, ami de son père, lui fit comprendre qu'il n'était pas fait pour la scène. Les portes du Conservatoire national d'art dramatique se fermèrent à plusieurs reprises devant lui. Mais Jean-Paul ne se laissa pas décourager. Le refus, loin de l'abattre, aiguisa sa détermination. Il persista, jouant dans des productions théâtrales avec une énergie brute et une authenticité qui lui étaient propres, posant les fondations de ce qui deviendrait une carrière légendaire. Jean-Paul Belmondo n'avait pas la beauté classique ni l'élégance impeccable des stars hollywoodiennes. Mais il possédait un charisme brut, magnétique et inimitable, un pouvoir d'attraction qui ne demandait qu'à éclater. Et ce moment décisif arriva plus tôt qu'on ne l'imaginait. La rencontre avec Jean-Luc Godard et le tournage d'Axe en grave bout de souffle, qui allait non seulement transformer sa carrière, mais bouleverser le cinéma français à jamais. Jeunesse et premiers pas dans le cinéma. Jean-Paul Belmondo est né dans une France marquée par l'incertitude et le tumulte, un pays encore fragile et traumatisé par la guerre. Son foyer, pourtant rempli d'art et de culture, n'échappait pas aux ombres de l'époque. Paul Belmondo, son père, était un sculpteur reconnu qui, malgré son talent, devait faire face aux aléas financiers et à la difficulté de vivre de son art dans une société bouleversée. Sa mère, Madeleine, artiste elle aussi, veillait à ce que ses enfants respirent la beauté et la culture, les initiant très tôt au musée, au théâtre et à la musique. Ses visites régulières au Louvre ou à des représentations théâtrales ne visaient pas seulement à éveiller la sensibilité artistique de Jean-Paul, elles constituaient également un refuge contre l'instabilité du monde extérieur, un monde où les bombes et la peur faisaient partie du quotidien. Pourtant, malgré cet environnement privilégié sur le plan culturel, l'enfance de Belmondo fut marquée par des épreuves. L'école, censée être un lieu de discipline et d'apprentissage, y apparaissait comme une cage. Les professeurs ne voyaient en lui ni la créativité ni le potentiel d'un futur artiste, mais un enfant indiscipliné et agité, constamment en conflit avec les règles imposées. Expulsé à plusieurs reprises pour bagarre et insolence, il ne semblait pas destiné à suivre un parcours académique traditionnel. Cette rébellion précoce fut néanmoins le premier signe de son esprit indomptable, de cette force intérieure qui le pousserait plus tard à affronter les épreuves les plus difficiles de sa vie. Pour canaliser son énergie, Jean-Paul se tourna vers le sport.
Il explora d'abord le cyclisme et le football, avant de découvrir la boxe, discipline qui allait transformer son corps et affirmer son identité. La boxe lui permit de canaliser sa fougue, de développer sa confiance et de se mesurer à lui-même autant qu'aux autres. Avec son sourire légèrement de travers et une détermination inébranlable, il devint champion de boxe poids welter à Paris, une reconnaissance précoce qui témoignait de sa capacité à se surpasser. Mais comme souvent dans la vie, le destin avait d'autres projets. La tuberculose vint interrompre sa carrière sportive, l'obligeant à abandonner la boxe et à réorienter sa vie vers une autre passion longtemps nourrie en secret, le théâtre. L'idée de devenir acteur le hantait depuis son enfance, mais elle fut d'abord accueillie par le scepticisme et le rejet. Même un directeur influent de la Comédie Française, ami de son père, ne voyait en lui qu'un jeune homme au visage peu conventionnel, loin du canon de beauté classique du théâtre. Les portes du Conservatoire national d'art dramatique se fermèrent devant lui à plusieurs reprises, et même lorsqu'il fut enfin admis en 1952, l'accueil fut glacial. Ses professeurs se moquaient de sa tête de voyou, de son nez marqué par les coups de boxe et de ce sourire si particulier. L'un d'eux alla même jusqu'à déclarer avec mépris « Belmondo ne réussira jamais avec une tête pareille ». Mais loin de se laisser abattre, Belmondo transforma le rejet en moteur. Il continua à fréquenter le théâtre à sa manière, séchant les cours quand il le fallait, jouant dans des productions qui lui permettaient d'exprimer sa personnalité et son énergie débordante. Il développa un style unique, à la fois spontané et magnétique, qui commençait à captiver ceux qui avaient la patience de le regarder au-delà des apparences. La persévérance et la singularité de Belmondo firent que, même sans la beauté classique ni l'élégance hollywoodienne, il possédait déjà ce charisme brut, impossible à ignorer, qui allait définir toute sa carrière. Les premiers pas de Belmondo sur le grand écran furent modestes. Ses apparitions dans de petites comédies et drames laissaient à peine entrevoir l'étendue de son talent. Pourtant, un jeune réalisateur nommé Jean-Luc Godard, alors critique devenu cinéaste, perçut en lui une énergie inouïe, un magnétisme que ses professeurs d'art dramatique n'avaient jamais reconnu. Godard lui confia d'abord un rôle dans le court-métrage Charlotte et son Jules, où la présence naturelle de Belmondo se révéla déjà éclatante. Mais c'est avec à bout de souffle que la légende commença véritablement. Tourné dans les rues de Paris avec une caméra légère, quasiment sans scénario et avec une liberté d'improvisation totale, le film offrait à Belmondo un terrain de jeu idéal. Chaque jour, Godard écrivait le dialogue et le lui donnait à la dernière minute, testant sa capacité à réagir et à exister pleinement à l'écran. Sans artifice, sans répétition excessive ni éclairage sophistiqué, Belmondo n'avait qu'à être lui-même. Et il le fit avec une assurance révolutionnaire, incarnant Michel Poicart, un petit voyou aussi séduisant qu'immoral, vivant chaque instant comme s'il pouvait disparaître à tout moment. Le film devint un phénomène immédiat. Les spectateurs, fascinés par ce jeune homme au charme brut, imitèrent sa démarche, son style et ses manières. Le cinéma français sortait alors d'une rigidité classique pour entrer dans l'ère de la nouvelle vague, et Belmondo, autrefois rejeté, devint le visage de ce mouvement innovant. L'industrie commença à remarquer son potentiel commercial et artistique, mais lui refusa les sirènes d'Hollywood, préférant rester libre et fidèle à sa vision d'acteur audacieux, capable de prendre des risques et d'explorer l'imprévu. L'ascension d'une icône du cinéma français. Après le succès fulgurant d'Alexandra Bout de Souffle, Jean-Paul Belmondo entra dans une phase de sa carrière où le destin semblait lui sourire à chaque pas. Le jeune homme autrefois rejeté par les conservatoires et méprisé par ses professeurs devenait le visage de la nouvelle vague. Mais son parcours n'allait pas se limiter à cette étiquette. Belmondo ne se contentait pas d'être un acteur talentueux, il incarnait un esprit rebelle, une énergie brute qui captivait le public et défiait les conventions du cinéma traditionnel. Ses choix de films à cette époque démontraient une audace rare. Plutôt que de suivre les chemins tout tracés vers des rôles, ou des productions calibrées pour le box-office, il naviguait avec liberté entre cinéma d'auteur et films populaires. Chaque rôle devenait un terrain d'expérimentation, une manière pour lui de tester ses limites et de surprendre les spectateurs. La liberté, l'improvisation et le sens du risque devinrent ses marques de fabrique. Durant les années 1960, Belmondo collabora avec des réalisateurs majeurs qui contribuèrent à façonner son image et sa carrière. Avec Jean-Pierre Melville, il donna vie à des personnages intenses et complexes dans des films comme Le Doulot et Léon Morin, Prêtre, où il explorait des facettes plus sombres et psychologiquement riches. Avec François Truffaut, il participa à La Sirène du Mississippi, qui lui permit d'exprimer son charme irrésistible tout en naviguant entre romance et drame. Ces collaborations renforcèrent son aura de comédien polyvalent, capable de passer du rôle de rebelle insouciant à celui d'homme profond et tourmenté. Mais au-delà des choix artistiques, la personnalité de Belmondo joua un rôle crucial dans son ascension. Il possédait ce charisme brut, cette présence électrisante qui fascinait le public.
Les jeunes spectateurs voulaient être comme lui, marcher comme lui, parler comme lui. Il incarnait une idée de liberté, d'énergie et de séduction qui transcendait l'écran. Même lorsque ses personnages prenaient des risques insensés ou défiaient les règles, le public acceptait ses audaces comme naturelles, car Belmondo les rendait crédibles par son simple magnétisme. Son charisme se traduisait également par une approche physique du cinéma rarement vue à l'époque. Belmondo insistait pour réaliser lui-même ses cascades. Il sautait de toit en toit, se suspendait à des hélicoptères, conduisait à des vitesses folles dans L'Homme de Rio, se maintenait même sur l'aile d'un avion en vol. Cette témérité, qui aurait terrifié de nombreux acteurs, devint sa signature et cimenta son image de héros intrépide, prêt à tout pour incarner la vie dans sa forme la plus pure et la plus intense. Le public français, mais aussi international, succomba à ce mélange unique d'audace, d'humour et de charisme. Ses films devinrent des succès massifs et sa popularité franchit rapidement les frontières. Même en Union soviétique, ses films attiraient des foules records et se vendaient parfois au marché noir, preuve que son influence dépassait largement celle de ses contemporains. Les critiques louaient sa capacité à passer de la comédie à l'action puis au drame avec une aisance étonnante, mais c'était surtout le public qui le vénérait. Belmondo n'était plus seulement un acteur, il était devenu une icône culturelle, un symbole de liberté et de vitalité. Cependant, cette célébrité ne se limitait pas aux écrans. Elle influençait également sa vie privée, introduisant des tensions et des complications qui allaient le marquer profondément. Alors que sa carrière explosait, ses relations amoureuses devinrent complexes et souvent tumultueuses. Marié très jeune à Élodie Constantin, il fonda une famille et eut 3 enfants, Patricia, Florence et Paul. Mais la célébrité brouillait la frontière entre la vie publique et la vie personnelle, et la pression du statut de star rendait parfois impossible la stabilité familiale. C'est au milieu des années 1960, pendant le tournage de Les Tribulations d'un Chinois en Chine, que Belmondo rencontra Ursula Andress. Leur relation passionnée, tumultueuse et profondément médiatisée, dura 7 ans, un chiffre qui deviendrait presque symbolique dans les histoires d'amour de l'acteur. Mais cette liaison entraîna également le divorce d'avec Élodie, un événement douloureux qui laissa des traces indélébiles sur ses enfants, en particulier Patricia, profondément affectée par la séparation de ses parents. Belmondo, malgré sa célébrité et son image de séducteur invincible, connaissait déjà la complexité et le coût émotionnel des passions humaines. Après Ursula Andress, plusieurs autres femmes marquèrent sa vie, notamment Laura Antonelli et Maria Carlos Sotomayor. Chacune de ces relations fut intense, parfois dramatique, révélant que derrière le charme et la réussite se cachait un homme en quête de lien et d'authenticité. Les ruptures laissaient souvent des blessures, et malgré la réputation de séducteur de Belmondo, beaucoup de ces histoires se terminaient dans le regret et la solitude. Sur le plan professionnel, la polyvalence de Belmondo atteignit son apogée. Il alternait brillamment les films d'action spectaculaire et les œuvres plus introspectives. Des titres comme Pierrot le Fou, Le Voleur, Docteur Popol ou Paris brûle-t-il consolidèrent sa réputation d'acteur capable de s'adapter à tous les genres, tout en gardant cette authenticité et ce magnétisme unique. Même les rivalités sur le tournage, comme celle avec Alain Delon lors de Borsalino, ne firent que renforcer la légende de Belmondo, ajoutant à son image de force de caractère et de personnalité indomptable. En somme, les années 1960 et 1970 représentent pour Jean-Paul Belmondo l'ère de la conquête totale. Il n'était pas seulement aimé du public, il incarnait le cinéma français dans sa forme la plus vivante, la plus inventive et la plus audacieuse. Mais derrière cette gloire éclatante se cachait déjà le début de défis plus personnels et de tragédies silencieuses qui allaient marquer profondément sa vie, tant sur le plan physique qu'émotionnel. L'apogée et les défis personnels des années 1980. Au début des années 1980, Jean-Paul Belmondo avait atteint le sommet de sa carrière. Son nom était synonyme de box-office, d'aventure, de charme et de cinéma français dans sa dimension la plus spectaculaire. Les spectateurs l'attendaient dans chaque nouveau film, séduits par son énergie brute, son humour spontané et sa capacité à rendre crédibles les cascades les plus folles. Contrairement à beaucoup d'autres acteurs de sa génération, Belmondo refusait les doublures et insistait pour exécuter lui-même les scènes les plus périlleuses. Il sautait de voiture en voiture, se suspendait à des hélicoptères, courait sur les toits et affrontait le danger comme si sa vie dépendait de chaque scène. Cette approche audacieuse faisait partie de son charme, mais elle commençait aussi à peser lourdement sur son corps. Les films de cette période, comme L'Homme de Rio, Le Professionnel ou encore Le Magnifique, démontraient une habileté rare à mêler action, comédie et drame. Son interprétation combinait tension physique, humour irrésistible et humanité palpable, créant un mélange que peu d'acteurs pouvaient égaler. La France et le monde entier admiraient ce héros capable de tout, mais peu percevaient les efforts et la discipline colossale nécessaires pour atteindre un tel niveau d'excellence.
Chaque cascade était un risque réel, chaque scène physique un défi pour son corps et son esprit. Cependant, le prix de cette audace se manifesta rapidement. En 1985, lors du tournage du film Hold Up, une cascade qui semblait routinière tourna au cauchemar. Belmondo chuta violemment d'une voiture lancée à grande vitesse, subissant des blessures graves, dont une importante lacération nécessitant 16 points de suture à la tête. Pour la première fois, l'homme que le public avait connu invincible se retrouva confronté à sa vulnérabilité. Il admit publiquement avoir ressenti la peur, un sentiment qu'il avait rarement montré auparavant. Cet accident fut un tournant, la prise de conscience que même un corps entraîné et un esprit courageux ne sont pas invincibles face aux dangers physiques. Malgré ses blessures, la carrière de Belmondo se poursuivit avec détermination. Cependant, les tragédies personnelles commençaient à peser lourdement sur son moral. En 1991, juste avant de monter sur scène, il reçut la terrible nouvelle que sa fille aînée, Patricia, avait péri dans un incendie d'appartement. La douleur fut immense et immédiate. Malgré le chagrin et l'horreur de l'événement, Belmondo monta sur scène, respectant la discipline et le professionnalisme qui avaient toujours fait sa force. Mais une fois le rideau tombé, il s'effondra, victime d'une crise cardiaque. Ceux qui le connaissaient affirmaient qu'il ne se remit jamais complètement de cette perte tragique, une blessure qui resta ouverte jusqu'à la fin de sa vie. Cet épisode marqua un tournant dans sa vie. L'homme qui semblait toujours invincible face aux dangers physiques commençait à être confronté à l'implacable réalité de la douleur émotionnelle. La perte de Patricia eut un impact profond non seulement sur lui, mais sur toute sa famille. La discipline et la maîtrise de soi qui avaient caractérisé sa vie professionnelle furent désormais mises à l'épreuve dans sa vie privée. Belmondo comprit que malgré tout le succès et la célébrité, certaines épreuves étaient universelles et ne pouvaient être évitées, pas même par un héros. Malgré ce drame personnel, Belmondo continua de travailler, retrouvant la scène et le cinéma. En 1988, il livra une performance magistrale dans Itinéraire d'un enfant gâté, qui lui valut le César du meilleur acteur. Toutefois, fidèle à son intégrité et à sa loyauté envers sa famille, il refusa la récompense lorsque le sculpteur du trophée avait autrefois critiqué le travail de son père, Paul Belmondo. Ce geste illustrait parfaitement l'homme derrière la légende, un comédien passionné et intrépide, mais profondément attaché à l'honneur familial et à ses valeurs. Durant cette décennie, Belmondo montra également des signes de fatigue physique. Des années de cascades spectaculaires, de courses effrénées et de blessures répétées avaient laissé des traces. Son corps, autrefois si robuste et agile, commençait à montrer des signes de fragilité. Pourtant, son esprit restait vif et déterminé, toujours prêt à surprendre et à captiver le public. En parallèle, sa vie amoureuse et personnelle continuait de connaître des tumultes. Après ses relations intenses avec Ursula Andress et Laura Antonelli, Belmondo se retrouvait souvent confronté à la complexité des passions humaines. L'amour, la trahison, la jalousie et la solitude faisaient partie de son quotidien, un contraste frappant avec l'image publique de héros invincibles. Les victoires au cinéma et les applaudissements ne pouvaient combler les vides et les blessures personnelles. Ces années de gloire furent ainsi teintées de dualité. D'un côté, l'apogée artistique et l'adoration du public, de l'autre, la vulnérabilité physique et émotionnelle qui rappelait que derrière chaque légende se cachait un être humain fragile. La force de Belmondo résidait dans sa capacité à concilier ces dimensions, rester un symbole de vitalité et de liberté tout en affrontant les défis les plus intimes et les tragédies personnelles avec dignité. Ainsi, les années 1980 représentent pour Jean-Paul Belmondo une période de paradoxe permanent. Il était à la fois adulé et vulnérable, héros et père en deuil, cascadeur intrépide et homme profondément humain. Cette décennie fut un témoignage de sa résilience, de son professionnalisme et de sa capacité à transformer la douleur en art, faisant de lui non seulement un acteur emblématique, mais aussi un modèle de courage et de détermination. Les épreuves des années 1990 et 2000, l'homme face à sa fragilité. Au tournant des années 1990, Jean-Paul Belmondo, bien que toujours acclamé par le public et reconnu pour sa carrière exceptionnelle, commençait à ressentir le poids accumulé d'une vie intense et turbulente. Les décennies de cascades spectaculaires, de rôles physiquement exigeants et de tensions personnelles avaient laissé des traces sur son corps et son esprit. Alors que la plupart des stars de sa génération commençaient à ralentir leur rythme, Belmondo continuait de travailler avec le même engagement et la même passion, refusant de céder au repos ou à la complaisance. Mais la vie, fidèle à ses tournants imprévisibles, lui réservait un défi bien plus redoutable que n'importe quelle cascade cinématographique, un accident vasculaire cérébral massif. Le 6 août 2001, ce matin-là, l'homme autrefois invincible fut frappé par un AVC qui bouleversa entièrement son existence. Celui qui avait défié les lois de la gravité et incarné la bravoure dans des centaines de films
se retrouva soudain avec la moitié du corps paralysé. Sa parole s'évanouit, sa mobilité disparut, et chaque geste du quotidien devint un combat. Pour quelqu'un qui avait bâti sa carrière sur le mouvement, l'énergie et la spontanéité, cette épreuve fut un choc monumental. L'image publique du héros intrépide se confrontait brutalement à la fragilité de l'être humain. Pendant 3 jours critiques, sa compagne de longue date, Natty, ne quitta pas son chevet. Leur relation, déjà forte et éprouvée par la célébrité et le regard constant du public, trouva une profondeur nouvelle face à cette crise. Elle devint son pilier, son soutien inébranlable. À travers l'amour et la patience, Natty accompagna Belmondo dans un parcours de réapprentissage difficile et exigeant, où chaque petit progrès était célébré comme une victoire. Avec une détermination qui rappelait ses années de boxe et ses débuts difficiles sur scène, Belmondo entama une rééducation intense. Il réapprit à marcher, à parler et à accomplir les gestes les plus simples, transformant chaque effort en symbole de résilience. Sa volonté de ne pas se laisser abattre inspira ceux qui l'entouraient et prouva que, même face aux épreuves les plus terribles, l'esprit humain peut trouver la force de renaître. En 2002, cette reconstruction personnelle et émotionnelle trouva un moment de joie inattendue. Belmondo épousa Natty lors d'une cérémonie intime, et l'année suivante, à l'âge de 70 ans, il accueillit sa fille Stella. Pour lui, elle représentait un souffle de lumière au milieu des difficultés, un symbole que la vie pouvait encore offrir beauté et tendresse, même après des décennies de lutte. Stella devint sa compagne quotidienne, un point d'ancrage et de bonheur au milieu des défis. Elle était la preuve vivante que, malgré les blessures physiques et les pertes émotionnelles, la vie pouvait encore offrir des miracles. La vie de Jean-Paul Belmondo, riche en succès, en passion et en tragédie, s'achève comme un témoignage unique de résilience, de charisme et d'humanité. Ce n'était pas simplement un acteur de cinéma ou une icône de la nouvelle vague, mais un homme dont l'existence, tour à tour flamboyante et fragile, a inspiré plusieurs générations. Sa trajectoire rappelle à quel point la gloire, aussi éclatante soit-elle, est toujours accompagnée de combats silencieux que seul celui qui les vit peut comprendre. Belmondo est né au cœur de la France de l'entre-deux-guerres, dans une famille d'artistes, et a grandi avec les ombres de la guerre et les incertitudes d'un monde en reconstruction. Dès son enfance, il a appris à faire face à l'adversité. Expulsé de l'école, frustré par des enseignants incapables de comprendre son énergie et son esprit rebelle, il a transformé la rébellion et l'échec en carburant pour sa détermination. Cette capacité à transformer le rejet en moteur de réussite restera l'une des caractéristiques qui définissent l'homme derrière la légende. Sa carrière cinématographique illustre parfaitement cette dualité. À travers ses premiers échecs au conservatoire, son visage atypique jugé inadapté et sa voix singulière, Belmondo a persisté et a trouvé sa place grâce à sa propre vision du métier d'acteur. Son ascension avec À bout de souffle et la nouvelle vague a changé non seulement sa vie, mais aussi le cinéma français tout entier. Il a incarné un nouveau type de héros, imprévisible, charismatique, vulnérable, mais invincible par sa force intérieure. Les spectateurs ont découvert un acteur capable d'allier audace, séduction, humour et humanité, un visage qui reflétait autant la rue parisienne que l'âme humaine. Belmondo ne s'est jamais contenté de la sécurité. Refusant Hollywood, il a choisi la liberté artistique, les films français et le mélange entre cinéma d'auteur et films populaires. Cette audace lui a permis de créer une filmographie exceptionnelle, alternant action, comédie et drame, avec des succès tels que L'Homme de Rio, Pierrot le Fou, Le Professionnel ou Itinéraire d'un enfant gâté. Chacun de ces films témoigne non seulement de son talent, mais aussi de sa capacité à repousser les limites physiques et émotionnelles, que ce soit à travers ses cascades spectaculaires ou ses interprétations profondes et sensibles. Mais derrière la légende de l'homme audacieux se cachait une vie privée souvent tourmentée. Ses amours passionnés, ses mariages, ses ruptures et les tragédies familiales, en particulier la perte de sa fille Patricia, révèlent un homme confronté aux douleurs les plus intimes tout en restant un personnage public adoré. Ce contraste, entre la figure invincible du cinéma et l'homme vulnérable dans sa vie personnelle, a rendu sa légende encore plus humaine et universelle. Il n'était pas seulement un héros à l'écran, il était un homme qui souffrait, aimait, trébuchait et se relevait. Jean-Paul Belmondo n'était pas seulement une légende du cinéma français, il était la preuve vivante que la vie, avec ses triomphes et ses épreuves, peut être vécue avec passion, audace et authenticité. Son parcours nous rappelle que derrière chaque icône se cache un être humain, avec ses forces et ses fragilités. Si cette plongée dans la vie incroyable de Belmondo vous a captivé, alors n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Likez la vidéo, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les hommes et les femmes qui ont marqué le monde. Ensemble, continuons à célébrer ceux qui ont inspiré des générations et à explorer les vies extraordinaires qui se cachent derrière les légendes.